Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Installez-vous confortablement, les titres les voici. Lomé, la capitale togolaise, a abrité du 21 au 22 octobre dernier la première édition du Forum Paix et Sécurité. Une déclaration portant sur les transitions politiques a marqué la fin des 2 jours de travaux. Les détails dans un instant. Nous nous intéresserons également au secteur du transport afin de restructurer le dit secteur. De nouvelles réglementations entreront en jeu très prochainement. Elles concernent les taxis motos et les tricycles. Qu'est-ce qui va changer? On y revient dans un instant. Au-delà de nos frontières, au Nigeria, la Cour suprême a commencé par examiner un appel déposé par le candidat de l'opposition Atiku Abubakar. Il conteste la décision de la Cour d'appel de l'élection présidentielle d'Abuja qui avait validé la victoire du président Bola Ahmed Tinubu. Puis en République démocratique du Congo, dans la nuit de lundi à mardi, au moins une vingtaine de civils ont été tués dans l'est du pays dans une attaque attribuée aux rebelles ADF affiliés au groupe État islamique. Information communiquée par des autorités locales. On y revient également. C'est tout pour les grands titres de ce soir. Restez avec nous. Les détails, c'est tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Justice à l'entame de cette édition. Comme annoncé, le procès de l'assassinat du colonel Majulba a été ouvert hier à Lomé au tribunal militaire. 7 personnes sont poursuivies pour complicité contre l'État. Le procès se déroule presque à huis clos. Le point de Kofi Kligé et les images avec nos confrères de la TVT. Ouvert ce lundi 23 octobre et pour combien de temps on ne sait encore, le procès intitulé Affaire Sanguinienne Doukoua et autres a connu ses premières audiences au tribunal militaire de Lomé. 7 personnes au total sont prévenues dans cette affaire. Parmi elles, le général Abalo Félix Katanga, ancien chef d'état-major des forces armées togolaises. 3 chefs d'accusation sont retenus contre elle. Complicité d'assassinat, complicité d'entrave au bon fonctionnement de la justice, puis complot contre la sécurité intérieure de l'État. Cette affaire n'est autre que l'assassinat du colonel Toussaint Bitala Majulba, commandant du 1er bataillon d'intervention rapide dans son bureau dans la nuit du 3 au 4 mai 2020. Selon les expertises balistiques réalisées alors, il a été assassiné avec sa propre arme, un revolver Beretta. Cet assassinat était arrivé dans la nuit même où Fornia Singbe est investi pour son mandat actuel. Une investiture à laquelle Feu Bitala Majulba avait assisté. Par ailleurs, 20 ans de réclusion criminelle est la peine qu'encourent les accusés si la justice militaire togolaise les déclare coupables des faits qui leur sont reprochés. Les travaux du Forum de Lomé sur la paix et la sécurité se sont achevés sur une déclaration portant sur les transitions politiques. Malgré les progrès réalisés ces 3 dernières années sur le continent africain, des efforts restent à faire en ce qui concerne la démocratie et la bonne gouvernance sur l'ensemble du continent. Le point de Promise Kwamegbe au travers la voix de Kofi Kligé. Plusieurs recommandations ont été faites à l'endroit des dirigeants africains dans la déclaration sanctionnant les travaux de la première édition du Forum de Lomé sur la paix et la sécurité. Cette dernière fait part des préoccupations en rapport avec l'état de la démocratie et de la bonne gouvernance. En effet, en raison du déphasage entre les promesses de la démocratie et la réalité de la gouvernance en Afrique, les populations sont de plus en plus sceptiques par rapport au processus de démocratie. D'après la déclaration de Lomé, l'on devra œuvrer au renforcement de l'état de droit, des institutions démocratiques, d'une gouvernance participative et inclusive et bien d'autres, l'extrémisme violent et le terrorisme n'étant pas compatibles avec la démocratie et les droits de l'homme. Au lieu des incertitudes, tensions et situations imprévisibles propres aux transitions politiques, elles devraient être des occasions de transformation structurelle profonde, de refondation et de consolidation des acquis démocratiques. La déclaration appelle aussi à maintenir un dialogue constructif avec les pays en transition politique afin de soutenir la consolidation de la démocratie et les accompagner vers l'édification des sociétés africaines ouvertes, tolérantes, libres et fondées sur le droit et des institutions solides. Il reste nécessaire de poursuivre les efforts dans la promotion des droits socio-économiques et culturels des citoyens, la démocratie, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Lors du récent Conseil des ministres, l'exécutif togolais a examiné et adopté un projet portant création d'un fonds d'appui au secteur social. L'idée reste celui de centraliser toutes ces ressources destinées au secteur social pour un meilleur suivi de leurs utilisations. Le compte rendu. Afin de garantir la disponibilité des ressources destinées au financement des besoins du secteur social et la transparence dans leur utilisation, l'exécutif togolais veut créer un fonds d'appui au secteur social. Ce dernier institue un mécanisme avec pour objectif de centraliser toutes ces ressources pour un meilleur suivi de leur utilisation. Le FAS a deux composantes. Dans un premier temps, le fonds d'appui à la couverture santé universelle nationale et en second lieu, un fonds d'appui au programme et projets à caractère social entièrement ou partiellement financés par l'État. Dans la perspective de renforcer l'inclusion, l'harmonie sociale et consolider la paix, la part des dépenses sociales dans le budget de l'État s'est vue augmenter depuis plusieurs années. S'élevant à environ 50% du budget exercice 2023, elle serait, selon les autorités togolaises, le signe de la volonté de poursuivre et renforcer les efforts dans les secteurs prioritaires de développement, dont la santé, l'éducation, l'eau, l'énergie, l'économie numérique, l'électrification rurale, l'environnement et l'inclusion sociale, financière et économique. L'on pourra s'attendre à une nouvelle hausse de la part du social dans le budget exercice 2024 en raison des défis de l'heure et des besoins dans le secteur social. On vous en parlait dans les titres, les autorités togolaises ont annoncé de nouvelles réglementations en ce qui concerne l'exploitation des véhicules à moteur de type taxi, taxi-moto et tricycle utilisés pour le transport public. Ceux-ci devront désormais disposer d'une autorisation de transport mais également d'une licence. Où, comment et pourquoi? Les éléments de réponse dans ce reportage signé Claire Gagnon. L'amélioration du cadre de transport au Togo vise à garantir aux usagers de la route une mobilité plus sûre et mieux organisée. Cela va au-delà de la simple amélioration des infrastructures routières. Elle implique également la réglementation de l'exploitation des véhicules à moteur de type taxi, taxi-moto et tricycle utilisés pour le transport public. Conscient de cette réalité et dans le but de remédier aux problèmes d'insécurité routière, de pollution de l'air et d'inefficacité de l'activité de transport public, un décret a été adopté lors du dernier Conseil des ministres. Ce décret établit d'une part l'obligation pour les véhicules de disposer d'une autorisation de transport délivrée par les collectivités territoriales. D'autre part, il impose aux exploitants de véhicules de transport public, couramment appelés taxis, l'obtention d'une licence délivrée par le ministre chargé du transport routier. Ces mesures visent à améliorer l'organisation du transport public, à renforcer la sécurité routière, à mieux identifier les taxis et leurs zones d'activité, ainsi qu'à offrir un meilleur confort aux passagers. Il est important de souligner que toute personne exerçant une activité de transport public, que ce soit en tant que chauffeur de taxi-moto ou de tricycle, est tenue de se conformer à ces nouvelles dispositions dans un délai maximal de 24 mois. Et justement, pour permettre à ce que toutes ces améliorations envisagées puissent être effectives, un nouveau cadre de concertation a vu le jour. Ce cadre va fonctionner en tant qu'organe indépendant, tout comme l'Observatoire national des transports terrestres a mis en place en 2021. Elle a une nature consultative. Ce dernier prendra en compte les avis des acteurs du secteur et sera chargé de porter des jugements sur les propositions d'organisation, de la réglementation des activités, mais également du fonctionnement de celui-ci. Quittons le secteur transport pour nous intéresser aux mines. La contribution des grandes industries extractives ne représente qu'environ 12% de leurs revenus d'exportation en 2020. C'est ce qui ressort du rapport final 2020 du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITE Togo. Le compte a rendu avec Bernard Quinvy. L'exploitation des ressources minières contribue avec une part non négligeable à l'économie togolaise. Selon le rapport final 2020 du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence des industries extractives Togo, les exportations des minerais sont estimées à 101 278 794 666 francs CFA, dont 49 518 867 699 francs pour le clinker
et 49 milliards 468 66 967 francs pour le phosphate. Autrement dit, le clinker et le phosphate sont en pôle de position des exportations avec plus de 99 milliards de francs CFA. Selon le même rapport, la contribution des industries extractives du clinker s'élève à 11 milliards 662 992 300 francs CFA sur les 49 milliards et celle du phosphate qui s'élève à 1 milliard 828 356 640 francs CFA sur les plus de 49 milliards. Le rapport indique également des irrégularités puisque sur 23 sociétés ayant soumis des formulaires de déclaration, 12 ne sont pas conformés à la procédure comme convenu pour assurer la fiabilité et la certification des données. Rappelons que, outre le clinker et le phosphate, le Togo dispose d'autres ressources minérales commercialisables. Il s'agit entre autres du minerai de fer, la bauxite, l'uranium, la chromite, l'or, les diamants, l'oxyde de manganèse. Malheureusement, toutes ces ressources contribuent peu au développement socio-économique de toutes les régions du pays. Vous êtes certainement au courant, depuis quelques jours déjà, le service de transfert d'argent FLOUS de l'opérateur de téléphonie mobile Move connaît une panne, rendant impossible toute transaction financière. Une situation plutôt déconcertante pour l'ensemble de la clientèle. L'une de nos équipes a effectué une descente sur le terrain et voici le compte rendu de Gloire Lodonou, Ange Sénat, à travers la voix de Nadège Arlia. Depuis jeudi dernier, le service de transfert d'argent FLOUS n'est pas opérationnel. Allant du quotidien aux activités professionnelles de la population, tout était au point mort. Nous, on est en train de calmer les clients parce qu'il y a d'autres qui sont à l'hôpital. Il y a d'autres qu'on les a envoyé l'argent pour régler certaines dettes dans une situation un peu chaotique. Mais avec la situation, les clients n'arrivent pas à trouver une solution. Il y a une amie qui m'a demandé de l'aide parce que son enfant est malade à l'hôpital et on a essayé d'envoyer FLOUS, ça n'allait pas. Donc ils ont dû aller dans un autre village, chercher quelqu'un qui a Togocel avant qu'on ne fasse le transfert. Vraiment, ça a causé beaucoup d'ennuis à notre niveau. L'entrepreneuriat des amuse-gueules. On entreprend des amuse-gueules, plus précisément les croquettes et autres là. Donc, il y a certaines personnes qui ont pris ça pour le Bénin. Donc, ils doivent nous envoyer de l'argent, mais compte tenu de dysfonctionnement, on n'a pas pu reçu la somme en conséquence. Jusqu'alors, bon, on n'a pas encore toujours eu de retour. Donc, ça a bousillé beaucoup de choses, ça a bloqué les activités, si je peux dire ainsi. Mais franchement, c'est emmerdant parce que depuis le premier jour, j'ai de l'argent sur mon numéro FOO que je dois retirer, mais malheureusement, j'y arrive pas. Donc du coup, c'est un peu difficile. C'est vraiment compliqué, mais comment ça se fait? Ils ne nous donnent aucune explication, mais on ne comprend rien. Dans un récent communiqué, l'opérateur annonce la résolution des problèmes et la reprise du service. Toutefois, la population propose des dispositions à prendre afin d'éviter de telles mésaventures à l'avenir. Il va falloir que ces genres de choses soient un peu nombreux, comme Togocel. Supposons qu'il y a d'autres avenues pour pouvoir recevoir l'argent facilement. Je ne pense pas que si Move ne travaille pas, les autres aussi ne vont pas travailler. Notons que la Ligue des consommateurs, jusque-là, est restée silencieuse face à ces faits. Au-delà de nos frontières à présent au Nigeria, l'opposition semble ne pas avoir dit son dernier mot en ce qui concerne le résultat des élections présidentielles de février dernier portant Bola Tinubu à la tête du Nigeria. Après le verdict de la Cour d'appel confirmant ces résultats, un autre appel a été déposé par le candidat de l'opposition Atiku Abubakar auprès de la Cour suprême. Son examen a débuté ce lundi. La Cour suprême du Nigeria a commencé à examiner un appel déposé par le candidat de l'opposition Atiku Abubakar visant à contester la décision de la Cour d'appel de l'élection présidentielle d'Abuja qui avait validé la victoire du président Bola Ahmed Tinubu lors de l'élection présidentielle en février dernier. Atiku Abubakar, candidat du Parti démocratique du peuple, a déposé sa demande d'appel affirmant que le jugement délivré le 6 septembre par la justice nigériane serait une grave erreur.
Pour l'opposition et de nombreux électeurs qui dénoncent des fraudes massives, cet appel sera leur dernière chance de contester la victoire du président Bola Ahmed Tinubu. Les 7 juges devraient se prononcer dans les semaines à venir. Près de 25 millions de Nigérians ont voté fin février lors d'un scrutin qui a été marqué par des retards dans le décompte des voix et des défaillances dans le transfert électronique des résultats. À 71 ans, le candidat du Congrès des progressistes et ex-gouverneur de Lagos, Bola Ahmed Tinubu, avait été déclaré vainqueur de la présidentielle nigérienne avec 37% des suffrages. L'aide américaine apportée au Gabon est désormais suspendue jusqu'à nouvel ordre. C'est la nouvelle résolution prise hier lundi par Washington en réponse au coup d'État du 30 août dernier. Cependant, cette aide pourrait reprendre, mais à quelles conditions? Élément de réponse dans ce reportage. Le Gabon devra se passer de l'aide américaine jusqu'à nouvel ordre, Washington ayant annoncé lundi suspendre la plupart de son aide financière à ce pays d'Afrique centrale. Cette décision est soutenue par la loi américaine qui préconise de mettre un terme à toute aide non humanitaire en cas de coup d'État. Et le 30 août, l'armée gabonaise a renversé le président Ali Bongo Ondimba au pouvoir depuis 14 ans. Un communiqué de Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain rendu public lundi, précise que les Gabonais pourront toujours bénéficier de l'aide sanitaire, éducative et humanitaire. S'agissant de l'aide financière, la note des États-Unis indique qu'elle sera de nouveau effective lorsque le gouvernement de transition aura pris des mesures concrètes pour instaurer un régime démocratique. Selon ce communiqué, l'aide étrangère au Gabon avait déjà été suspendue temporairement depuis le 26 septembre. Sylvia Bongo Valentin, l'ancienne première dame, demeurera à la prison de Gros-Bourquet jusqu'à l'ouverture de son procès. C'est le verdict rendu par le juge d'instruction du tribunal spécial de Libreville hier lundi. Ceci après avoir entendu l'ancienne première dame Sylvia Bongo qui n'a pas réussi à convaincre les juges. Placé sous un mandat de dépôt de 10 jours, ses avocats ont plaidé pour sa libération provisoire mais n'ont pas obtenu gain de cause. En lieu et place, les magistrats de cette juridiction ont plutôt confirmé l'incarcération de la femme d'Ali Bongo qui avait été décrétée le 12 octobre dernier. Pour rappel, Sylvia Bongo avait été inculpée notamment de blanchiment de capitaux et de faux et usage de faux le 28 septembre dernier. Quittons le Gabon pour la République démocratique du Congo. Nouvelle attaque meurtrière dans la nuit d'hier lundi à ce mardi dans l'est du pays. Une vingtaine de personnes ont été tuées, indiquent les autorités locales. L'attaque est attribuée aux rebelles ADF affiliés au groupe État islamique. Les images dans ce reportage. Le groupe rebelle ADF a fait de nouvelles victimes à Oicha dans le territoire de Beni, à l'est de la RDC. Au moins 20 personnes, dont 12 enfants, sont mortes lors d'une attaque dans la nuit de lundi à mardi. Selon les autorités locales, depuis ces meurtres, la tension serait vive dans la zone où des manifestants en colère face à cette insécurité auraient incendié des véhicules humanitaires. Originellement, ces rebelles, majoritairement musulmans et qui ont fait allégeance à l'État islamique, sont originaires du nord de l'Ouganda. De l'autre côté de la frontière, les autorités ougandaises les accusent d'avoir tué 3 personnes, dont 2 touristes britanniques et sud-africains, le 17 octobre dernier dans le parc Queen Elizabeth. L'attaque a été revendiquée par l'EI. Fin 2021, l'Ouganda et la RDC ont lancé une offensive commune contre le groupe, mais jusqu'à présent, les 2 pays ont du mal à mettre fin à ces attaques. Et pendant ce temps, la mission d'intervention policière en Haïti, initiée par le Kenya et validée par les Nations Unies, n'est toujours pas entrée dans sa phase opérationnelle. La Haute Cour de Nairobi avait suspendu le 9 octobre dernier l'opération et cette suspension vient d'être prolongée ce mardi. Pourquoi? Les explications dans cet élément. La Haute Cour du Kenya a prolongé mardi une ordonnance empêchant le gouvernement de déployer des officiers de police en Haïti dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU visant à lutter contre la violence dans ce pays des Caraïbes. Cette décision intervient un jour après que les Nations Unies ont averti qu'Haïti connaît de nouveaux records de criminalité. L'insurrection des gangs à Port-au-Prince, la capitale, est telle que le Premier ministre haïtien Ariel Henry avait appelé à l'aide internationale. C'est ainsi que le Kenya a proposé de diriger une force multinationale dans ce pays, l'objectif étant de soutenir la police haïtienne en déployant 1 millier de ses policiers. Il semblerait toutefois que cette initiative suscite de nombreuses interrogations et critiques au Kenya.
Au début du mois, la haute cour de Nairobi avait suspendu cette décision dans l'attente de l'examen d'un recours déposé par l'avocat et opposant Ekuru Aukot qui soutient que ce déploiement est inconstitutionnel. Initialement prévue mardi, l'audience a été repoussée au 9 novembre. Nous n'avons pas peur, ça ne me dérange pas d'être Nelson Mandela parce que je le fais pour une raison. Nous devons sauver notre pays de ces fascistes. Fin de citation. Ce sont là les propos de l'ancien président américain Donald Trump se plaignant de ses déboires judiciaires hier lundi. L'ancien président Donald Trump s'est comparé au militant anti-apartheid Nelson Mandela lundi. Il se pose en victime, estimant que des procureurs fédéraux et étatiques le prennent pour cible, lui et ses entreprises, à des fins politiques. Ils ne s'en prennent qu'à ceux qui contestent les résultats de l'élection. Ils ne s'en prennent pas à ceux qui ont triché. Ces gens-là sont libres, ils n'ont aucun problème. Dès lors que vous contestez le résultat d'une élection, ils vous traquent. Regardez ce qui s'est passé ce week-end avec ces deux personnes honnêtes. Ils les traquent et leur font peur. Mais nous n'avons pas peur. Ça ne me dérange pas d'être Nelson Mandela. Parce que je le fais pour une raison, nous devons sauver notre pays de ces fascistes. Pour s'inscrire aux primaires présidentielles, Trump a tenu un meeting durant lequel il a rappelé les dangers de l'immigration clandestine et affirmé que Biden ferait des États-Unis un foyer pour les djihadistes, transformant les villes en dépotoirs ressemblant à la bande de Gaza. Voilà, point final à cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis une fois encore. Merci de rester fidèles aux différents programmes de la 7. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de soirée.